la jeunesse africaine qui se bat, en tout cas qui fait tout ce qu'elle peut pour une vie meilleure. Beaucoup de jeunes vont aux Amériques, en tout cas principalement en Europe, à travers la Méditerranée. Un prix très dur à payer pour un avenir meilleur et probablement hypothétique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Tous ces jeunes qui se battent, qui souffrent, qui vont au péril de leur vie pour entrer en Europe. Oui, il y a une raison. D'ailleurs, on doit applaudir les bravoures de ces jeunes-là parce que, vous savez, quitter son pays n'est pas une chose facile. On est mieux chez soi. Peu importe les raisons, que ce soit les raisons d'études et qu'on sort, si un homme, un jeune, peut prendre une décision radicale de quitter son pays, c'est qu'il faut applaudir plutôt que de polémiquer là-dessus. Mais pourquoi ces jeunes quittent leur pays? Pourquoi autant de jeunes partent au lieu de rester travailler, améliorer les choses sur place? Quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes quittent? On parle des Africains, n'est-ce pas? On parle des Africains, oui. Pourquoi les Africains quittent leur pays? Parce que nos pays, en Afrique, la majorité des pays sont dépourvus des moyens. Quels moyens, s'il vous plaît? Dépourvus des moyens. Donc, il y a la pauvreté qui bat son plein en Afrique. Il n'y a pas d'opportunité. Les jeunes gens qui ont terminé leurs études se retrouvent dans le chômage et qu'on sort. Donc, ce genre de réalités critiques leur pousse à quitter leur pays et prendre tous les risques que vous connaissez pour aller chercher l'Eldorado ailleurs. Mais est-ce que ça en vaut la peine? La Méditerranée, là, beaucoup de jeunes sont morts. La Méditerranée a enterré beaucoup de personnes. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. La Libye, l'esclavage, les tueries, les meurtres, les difficultés au Maroc, dans les Maghreb. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Mais on doit savoir que ces jeunes-là sont victimes suite à un leadership médiocre. Un leadership médiocre. Dont nos dirigeants nous infligent. D'accord. Nos Africains. Ok. Vous comprenez? Parce qu'en diplomatie, il y a ce qu'on appelle les règles de la réciprocité. Ok. Bizarrement, nos dirigeants n'appliquent pas cela. Comment Parce ça? que vous savez, qui choisira de prendre un chemin désastreux comme celui de la Méditerranée, où il peut faire naufrage, si les visas devraient lui être octroyés facilement? C'est ça le problème. Vous pensez que la raison pour laquelle les jeunes partent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir de visa? Oui, parce que comment tu peux emprunter un chemin si risquant comme ça si on peut te doter un visa facilement? Et pourquoi on ne donne pas les visas, d'après vous? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi l'Europe ne donne pas des visas aux Africains? Difficilement. Je peux dire que c'est le mépris. Le mépris. C'est le mépris, oui. Les Européens ne respectent pas l'Africain. C'est ça, c'est le mépris. Parce que eux, à leur tour, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils voyagent facilement. Okay. Ils n'ont jamais eu aucun problème pour avoir des visas. Un Français qui quitte la France pour venir au Congo, c'est facile. Au Cameroun, c'est facile. Côte d'Ivoire, c'est facile. Mais pourquoi nous, les Africains, pour aller en Europe, ça devient de l'algèbre et mer à boire? Monsieur Robert, vous ne pensez pas que c'est peut-être parce que les Africains, généralement, quand ils vont en Europe, ils ne rentrent pas? Contrairement aux Français qui viennent en Côte d'Ivoire pendant un temps, et puis finalement, ou un Américain qui vient au Bénin, qui finalement, après 2 ans, ou après un moment bien déterminé, rentre chez soi. Le fait de ne pas rentrer est parmi les facteurs, mais ce n'est pas ça la raison clé. Pourquoi on te refuserait un visa si on sait que tu viendras pendant 2 semaines et que tu rentreras chez toi? Parce qu'on n'est pas sans savoir que la plupart des gens qui vont en Europe, en tout cas les Africains, ne rentrent pas. Mais quelle est la magie dont l'ambassadeur aura pour savoir que tel rentrera, tel va rester? C'est basé sur un fichier bien déterminé. Nécessairement, quand vous examinez un peuple ou un groupe de personnes faire les choses, s'ils le font de manière répétée, c'est-à-dire c'est leur façon d'opérer. La plupart des gens qui vont généralement pour visite, je veux visiter la famille, je vais en conférence, je vais en communauté, ne rentrent presque jamais. Vous le savez. Oui, en fait, beaucoup de jeunes ne rentrent pas parce que, vous savez, la raison initiale, c'est pour chercher l'opportunité. Quand un jeune quitte le pays pour chercher l'opportunité, tu penses qu'il peut rentrer dans une semaine, 2 semaines? N'est-ce pas une raison valable pour l'Europe de refuser les visas aux Africains puisqu'ils ne rentrent jamais? Oui. Alors pourquoi ne pas respecter ça s'ils ne rentrent jamais? Pourquoi ne pas respecter l'Europe du fait que l'Europe refuse le visa aux Africains parce que l'Europe sait que les Africains qui viennent ne rentrent pas jamais? Je disais, ça c'est parmi des facteurs. Okay. Mais il y a des gens qui ont leur introduit les visas au moment où ils vont rentrer. Moi, je connais un ami qui est bourré de moyens, mais n'a jamais eu les visas d'aller en Europe. C'est certainement dû... Il y a plusieurs réalités. Certainement dû à l'expérience, vous ne pensez pas, M. Robert? Oui.
puisque les Européens ont réalisé que les gens, malgré leurs moyens, aussi partent pour ne pas revenir. Pas tout le monde, mais la plupart. Ils se décident finalement, ok, d'accord, on ne donnera pas de visa à qui que ce soit. C'est injuste, d'accord, mais pourquoi les gens ont tellement besoin de visa? Pourquoi les Africains ont besoin de visa pour aller ailleurs? Pourquoi cet exode marginal? Je t'ai expliqué qu'en Afrique, nous vivons dans des conditions un peu précaires. Le continent est dépourvu des moyens. Il n'y a pas d'opportunité. Et c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication à te donner. Pourquoi n'y a-t-il pas d'opportunité sur des terres aussi riches, des sols aussi merveilleux? C'est à cause de nos leaders. Le leadership est médiocre. C'est-à-dire que le leader est le problème de l'Afrique. Voilà. Le leadership est le problème de l'Afrique. Si l'Africain sait que c'est un problème de leadership, pourquoi les Africains ne prennent pas en question ce problème de leadership? Pourquoi les Africains ne vont pas alors gérer ce problème de leadership? Si ce sont les leaders qui sont méchants, si les leaders sont ceux-là qui sont prêts à paupériser le peuple, ils sont prêts à gagner un maximum d'argent pendant que le peuple souffre, pourquoi les Africains ne se lèvent pas contre leurs leaders? C'est la méchanceté. Tu sais que... Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans des conditions pareilles. Parce que comment se fait-il un leader qui dirige un pays si riche, mais les gens vivent dans des conditions précaires? Ce manque d'amour, le leadership et la vision. Mais moi je me dis, monsieur Robert, si l'Africain sait que c'est un problème de leadership, pourquoi les Africains ne font pas tomber ces leaders? Je pourrais vous donner une réponse pour vous donner une piste peut-être. La réalité est celle-ci. Si les Africains s'élevaient contre leurs leaders, ils feront face à une opposition farouche. Oui. De qui? D'autres Africains. D'autres Africains qui profitent du système. Ok. Les Africains feront face à un leadership. Madame Krummenacker, on vous aura quand? Très bientôt. Donc, les Africains font face à un ennemi farouche, leurs propres frères. C'est-à-dire, si un groupe de personnes se levait pour se battre pour le droit des Africains, pour le droit d'un pays, par exemple, prenons un exemple, le Cameroun. Si certains Camerounais se levaient pour se battre pour le droit des Camerounais, pour la liberté des Camerounais, pour le bien-être des Camerounais, il y aura d'autres Camerounais qui s'opposeront à cela. Pourquoi? Ces autres Camerounais sont des Camerounais, en parlant du Cameroun, qui profitent du système, qui paupérise tout le monde. Ça pourrait être n'importe quel, ça pourrait être le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Il y a toujours des gens qui sont là pour soutenir le roi, malgré la méchanceté du roi. Et c'est ça le combat, c'est ça le vrai combat. Moi, je ne pense pas que le combat, c'est l'Europe. Je ne pense pas qu'on devrait en vouloir aux Européens du fait qu'ils refusent le visa aux Africains. Je pense que les Africains devraient se fâcher assez pour dire on ne quitte pas notre maison, on va rester ici, mais on va se lever, on va se battre. Certains vont mourir peut-être, d'accord, mais pour l'intérêt des autres, de nos enfants, c'est une bonne cause. Oui, je pense que c'est parmi des conditions. Malheureusement, je pense que beaucoup de personnes, très peu de personnes sont prêtes à payer ce prix-là. Combien de personnes sont prêtes à se lever contre leur gouvernement? Combien de personnes sont prêtes à faire face à la réalité? Combien de personnes sont prêtes à donner leur vie pour un avenir meilleur? Parce que nous avons des régimes autoritaires. Autoritaires, d'accord, mais écoutez, vous avez peut-être raison. Regardez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait partie d'un régime très autoritaire pendant l'apartheid. Les Noirs sud-africains ont beaucoup souffert. Ils ne pouvaient pas vivre avec liberté dans leur propre réalité, leur propre vie, leur propre terre. Ils ont été ségrégés, ils ont été imposés une loi, il leur fallait un visa pour aller voir leurs cousins. Quitter cette ville à cette ville, il fallait un visa. Par des gens qui sont étrangers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont résisté, ils ont été tués, ils ont subi les conséquences. Mais à un moment donné, la communauté internationale ne peut plus faire semblant. Ils se sont battus, ils se sont sacrifiés pour leur liberté. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur le plan culturel, vous voyez, les Sud-Africains sont toujours accrochés à leur culture. Vous verrez presque jamais un Sud-Africain appelé John, Michael, George ou le reste, parce qu'ils sont restés ancrés, soudés entre eux. Parce qu'ils voulaient leur propre liberté. C'est vrai, on peut peut-être pas en dire autant aujourd'hui, mais contre l'ennemi, ils se sont mis ensemble. Pourquoi les peuples africains ne peuvent pas se lever contre leur gouvernement? Au lieu de fuir, au lieu de quitter leur propre terre. Ils ont essayé autrefois, mais sans succès. Vous voyez. Suite au système autoritaire dont je viens de mentionner. Comment peut-on résoudre ce problème d'immigration clandestine? Excusez-moi, je ne suis pas français. Nous savons tous que l'Angleterre a récemment voté une loi où désormais les Africains qui viennent clandestinement
en Angleterre ne seront plus traités en Angleterre. C'est-à-dire, on va les prendre, ils seront mis dans un avion directement pour le Rwanda. C'est à partir du Rwanda qu'ils seront intégrés dans la société, ou c'est à partir du Rwanda qu'on va traiter leur dossier, possiblement pour les accepter en exil en Angleterre ou pas. Moi, je pense que c'est une honte totale. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème, M. Robert? Ok. Tu sais que si tu as par exemple un passeport américain, oui, ou bien français, tu peux visiter au moins 90 pays sans pour autant payer les visas. D'accord. Et la majorité de ces pays-là se retrouvent en Afrique. Donc c'est ça, parce que c'est la faiblesse de nos dirigeants. On laisse ces gens-là avoir des free visas. Si tu as un passeport français, tu peux visiter 80 ou bien 70. 80 pays ou plus sans visa. Sans visa. Mais sans réciprocité. Sans réciprocité. Mais un Africain, ce n'est pas le cas. Donc nos dirigeants doivent se lever et mettre un terme à ce genre-là de mépris. Évidemment, ça dénote de la faiblesse de la part de personnes. Moi, je peux venir chez toi, mais tu ne peux pas venir chez moi quand tu veux. C'est insupportable. Mais encore une fois. Et encore, parce que ces gens-là sont égoïstes. Mais est-ce que parce que la plupart de nos dirigeants ont des passeports diplomatiques. Comment voulez-vous un ministre qui peut voyager en France sans problème et puis s'occuper des problèmes de d'autres gens qui ont difficile à avoir des visas? Oui. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire si on est privé, ces passeports diplomatiques-là, je pense qu'on devrait traiter cette affaire. C'est-à-dire qu'on a des lâches, c'est ça? Oui, on a des lâches. Alors, si on a des lâches, c'est donc un problème interne. Ce n'est pas aux Européens de trouver des solutions aux problèmes africains. Oui. Je pense que l'Africain, à un moment donné, doit se décider de mourir pour sa propre cause. Moi, je pense que si aujourd'hui on peut dire que l'Afrique est exploitée par l'Europe, ce n'est pas parce que les Européens sont forts. C'est parce qu'il y a des Africains mentalement faibles qui autorisent cela, au détriment de leurs propres frères. Oui, c'est ça. Donc, le problème est intrinsèque, c'est un problème interne. L'ennemi le plus farouche de l'Africain, excusez-moi de le dire, vous pouvez me donner une réponse, vous savez, c'est qui? Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leurs frères pour les intérêts extérieurs. Pour que la jeunesse africaine arrête de partir mourir dans la Méditerranée, l'Afrique doit regarder dans l'Afrique. La maladie se trouve à quel point, à quel niveau? Et à part ça, il faut qu'il y ait changement de leadership. Changement de leadership. Parce que tu sais, depuis l'indépendance des pays africains, depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui dirigeaient les pays. Ok. On a eu, l'Afrique a plus de 52 pays, mais on n'a jamais eu 3 femmes au sommet de l'État. Okay. Depuis que l'Afrique existe. Alors si peut-être on pouvait donner aux femmes le bel là de diriger l'Afrique, peut-être il peut y avoir un changement. Parce qu'il y a des raisons claires. Okay. Je n'ai jamais vu une femme, en tout cas, si tu en connais, tu vas me le dire, qui occupe une fonction aussi très élevée, comme la fonction d'un ministre et consort, faire des gabegies financières, les détournements de l'argent. Ce sont les hommes qui détournent de l'argent. Vous pensez que les femmes ne peuvent pas détourner l'argent? Les femmes peuvent détourner. D'accord. Mais sont rares qui font ce genre de choses. Donc ce sont les hommes qui tuent l'Afrique. Donc on doit donner la chance aux femmes de diriger l'Afrique. Parce que les femmes n'ont pas l'instinct là du vol, du détournement et consort. Et lorsqu'une femme s'élève, il y a un changement radical. Tu te souviens de la France? La France a été libérée par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une femme. Ok. Vous voyez? D'accord. Donc je pense que les femmes ont la notion de leadership et de management. D'accord. Même il y a des raisons terre à terre, palpables. Si tu donnes à une femme 50 € pour aller acheter les provisions, et un homme, tu verras la femme va acheter les provisions d'une manière équitable. Parce qu'ils ont cette notion-là de gérance. Alors si on donnait aux femmes peut-être l'opportunité de gérer nos pays, que les hommes s'occupent de l'armée et beaucoup de choses, le cantonnage, qu'on laisse aux femmes les affaires courantes. En tout cas, je pense que peut-être on peut avoir une solution. Donc, on donne la chance aux femmes. C'est très intéressant comme point, M. Robert, mais malheureusement, je dois apporter quelques nuances là-dedans. Je crois que je ne sais pas si je peux vraiment dire que c'est un problème de genre, parce que nous connaissons tous la Suède. La Suède qui a été exemptée d'opposition, c'est-à-dire dans la neutralité pendant très longtemps, depuis la guerre de Napoléon. Ça fait depuis 200 ans de neutralité. C'est-à-dire la Suède ne s'est jamais alliée à l'ouest ni à l'est. Okay, c'est grâce à son président, Magdalena Andersson, aujourd'hui, que la Suède risque de subir la guerre contre Poutine. C'est une femme, président.
C'est-à-dire les Suèdes seront en danger au cas où il y aurait guerre à cause d'une femme. Donc c'est vraiment difficile de dire que c'est une femme. Pour en donner une autre, Sanna Marin de la Finlande, c'est une femme. Grâce à elle, aujourd'hui, malheureusement, depuis 1917, la Finlande a bénéficié d'une liberté et l'un des pays les plus heureux du monde, dit-on. À cause d'elle, aujourd'hui, la Finlande ferait peut-être face aux frappes de Poutine. Okay, il y a Jacinta Ardern de la Nouvelle-Zélande, vous savez, c'est un endroit où, pendant le confinement, ça a été très, très compliqué. Les gens ont beaucoup subi des difficultés. C'était incroyable. C'était autoritarien. C'était méphistophélique. C'était des conditions inacceptables. Mais à la tête, c'était une femme qui a imposé des choses incroyables. Okay, pour n'en parler que celle-là. Il y a Samia Suluhu. Vous connaissez le président tanzanien, l'ex-président, le feu Magufuli, qui a travaillé très dur pour améliorer la situation des Tanzaniens. Il a construit des routes, construit des hôpitaux, amélioré la situation financière du pays. À son arrivée, la Tanzanie a été liée à la Chine par un contrat de 99 ans. Un contrat qui donnait à la Chine l'autorité sur la Tanzanie, c'est-à-dire les ports en Tanzanie, mais étant exemptés de taxes, exemptés de contrôle de tout le reste. C'est un contrat que Magufuli a appelé absolument absurde. Il a dit que la personne qui a signé son contrat était soit fou ou ivre. Il a éradiqué, il a annulé le contrat. Mais à sa mort, Madame Samia Suluhu Hassan a repris le contrat. Les Chinois sont là, ils sont revenus. Okay? Donc les Tanzaniens sont de nouveau sous le joug des Chinois. Donc c'est-à-dire, quelque part, M. Robert, je ne sais pas si c'est seulement la femme qui pourrait changer les choses. Donc pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a fait 60 à 70 ans avec les hommes, on a réussi. Alors redonne la chance aux femmes aussi. C'est ça ce que je peux dire. Les hommes ont dirigé l'Afrique pendant 70 ans, 75 ans. Ça n'a rien avancé. Et je peux te dire, les femmes savent la révolution. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'émancipation de la femme, ce n'est pas parce que l'homme a voulu qu'il y ait l'émancipation de la femme. Parce qu'il y avait un groupe de femmes qui se sont dit non, niet, trop c'est trop, on doit être traité avec égalité. Et aujourd'hui, tu peux voir la femme dans l'armée, la femme occuper une fonction. Ce n'est pas parce que l'homme avait eu pitié ou bien compassion auprès d'une femme pour changer ce genre d'histoire. C'est parce qu'il y a une femme qui s'est élevée. Monsieur Robert est féministe, c'est toujours avec beaucoup de... Je ne suis pas féministe. Vous savez... Je ne suis pas féministe. Mais j'aime qu'on donne en tout cas à la femme aussi l'opportunité là. D'accord. Et je crois que si on donnait les femmes, si on peut avoir 40 présidentes en Afrique, femmes, en tout cas pendant 10 ans, on peut avoir un changement radical. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, Monsieur Robert. Vous savez, notre combat est contre celui... cette possibilité, cette réalité où beaucoup de jeunes vont mourir dans la Méditerranée. On ne veut plus voir ça. On veut voir des Africains qui vont en Europe et rentrer. Okay? On veut voir ces personnes-là partir et rentrer, investir chez eux, vivre la belle vie qu'ils vivent là-bas chez eux à la maison.